Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du 17 mars 2025. Bienvenue au Falco avec mon bon ami Jeremy Filosa en direct de la Floride. Salut Philo, comment ça va? Salut Gavino, ça va bien? Ça peut pas aller mal. Ici, dans le sud de la Floride, avec un beau soleil, les palmiers, du baseball et tout ce que tu voudras. Alors, la vie est belle. Et le baseball des Blue Jays, écoute, un dossier de 13 victoires, 9 défaites au camp d'entraînement. Ils sont premiers dans les majeurs, donc, pour l'instant, on fait les séries dans la Ligue des Pamplemousses. On gagne la série mondiale de la Ligue des Pamplemousses. Non, mais trêve de plaisanterie. C'est un club qui frappe, c'est un club qui lance. Je sais qu'on a été négatif depuis le début de la saison, dans l'entre-saison podcast des Blue Jays, mais écoute, force est d'admettre, Philo, ce groupe de joueurs-là est en train de nous faire mentir ou bel et bien, on regarde ce qui se passe et on est au moins encouragé de voir ce qui se passe sur le terrain. Là. Ben écoute, je me souviendrai toujours que l'ancien gérant des Expos, Frank Robinson, nous disait quand on parlait du camp d'entraînement, Spring training is fool's gold. Alors, lui, il disait à tout le monde, ne vous laissez pas impressionner parce que vous voyez au camp d'entraînement. Reste que, si on compare à la saison dernière où les Blue Jays avaient connu un camp d'entraînement très difficile, où on regardait l'équipe qui avait beaucoup de difficultés, ben ça s'est poursuivi tout au long de la saison. Alors, j'aime mieux voir une équipe des Blue Jays connaître du succès. C'est pas quand même par hasard qu'ils le connaissent parce qu'il y a des gars qui ont des bonnes moyennes au bâton. Les lanceurs, en général, font le travail. Donc, j'aime mieux voir les Blue Jays au sommet lors du camp d'entraînement que dans la cave, comme on dit. Mais lorsque ça va commencer, tout ce qui va s'être passé au mois de mars là, ne comptera plus. Là. En passant, tu as fait des reportages en fin de semaine pour les podcasts des Blue Jays. Vendredi et samedi, tu as assisté à 2 matchs des Blue Jays. Tout est disponible sur Spotify, YouTube et Apple Music. Allez voir ça, podcast des Blue Jays. Raconte-nous un peu dans les coulisses comment ça s'est passé. Je pense qu'on t'a accueilli à bras ouverts dans l'organisation des Jays. Là. Incroyable. Écoute, je suis arrivé, c'est la 2e année consécutive, c'est la 2e année qu'on fait le podcast des Blue Jays. Et je suis arrivé là-bas, en tout cas, on m'a accueilli à bras ouverts, très heureux de voir que tu es ici pour couvrir l'équipe, à qui tu veux parler. Puis écoute, c'était même pas des scrums, là, c'était, garde, on t'es donne one-on-one. C'est sûr que pas tous les joueurs avaient fait le voyage ici sur la côte est de la Floride, mais tu sais, je pense à John Schneider qui avait fait 4 heures d'autobus cette journée-là au soleil de la Floride. Ils avaient joué un match, on était rendu en fin de soirée. Assurément qu'il était bien fatigué, mais il a dit aucun problème, pose-moi les questions que tu veux. On a fait 5-6 minutes ensemble. Il a répondu à toutes mes questions avec le sourire. Écoute, je pouvais pas en demander plus là, de la collaboration des Blue Jays pour nous. C'est une rare visite des Blue Jays sur la côte est de la Floride. D'habitude, on vient pas jusqu'ici. Mais là, écoute, côté marketing, ça a été un succès parce que, et à West Palm et à Jupiter, beaucoup de fans des Blue Jays dans les estrades se sont déplacés dans les centres d'entraînement des Astros, mais aussi des Cards de Saint-Louis. L'ancien Roger Dean Stadium qui avait été construit par Claude Brochu et les Cards, les Expos et les Cards à l'époque, qui est maintenant le centre d'entraînement des Cards et des Marlins. Mais pour les joueurs, logistiquement parlant, et les entraîneurs, c'est extrêmement compliqué de traverser de ce côté-ci, jouer des matchs. C'est pour ça qu'il y a bien des joueurs qui n'ont pas fait le voyage. Bon, en parlant de joueurs, on va en parler en long et en large parce que, bon, je sais que Vladimir Guerrero est une distraction, entre guillemets. On parle souvent de son contrat. On sait qu'il n'est pas signé. Il demande un contrat exorbitant. Il y a des chiffres qui sont sortis il y a comme 2-3 semaines qui auraient refusé environ 500 millions de dollars pour je sais pas combien de temps, 15, 14 ans. Bref, une nouvelle de dernière seconde. Il y a Hector Gomez, l'Insider Baseball, qui mentionne que the Blue Jays are planning to make a new offer to Vlad Guerrero Jr., which will be close to what he is looking for. According to the source, the Jays' offer would be in the range of 14 à 15 ans, environ entre 550, oui, vous avez bien entendu, et 600 millions de dollars pour garder le gros Vlad à Toronto. Philo, est-ce qu'on va avoir un dénouement avant le premier lancé, le 27 mars prochain lors du match d'ouverture? Est-ce que Vlad va être un Blue Jays pour les 14-15 prochaines années? Seul le temps nous le dira, mais on revient encore une fois à la charge avec un autre offre pour Vlad. Ouais, écoute, Hector Gomez, il suit ce dossier-là de très près depuis déjà un bon petit bout de temps.
Guerrero qui disait qu'il ne voulait pas être une distraction, mais il a donné plusieurs entrevues où il a même dévoilé les chiffres qu'il demandait. 14 ans, moins que 600 millions. Les Blue Jays, entre guillemets, se sont organisés pour que le chiffre de leur offre sorte aussi. 500 millions au total avec des paiements en différé. Écoute, si véritablement Hector Gomez a raison et que les Blue Jays font ce type d'offre-là à Vladimir, je veux dire, je vois pas pourquoi on n'en viendrait pas à une entente. Si Vladimir dit qu'il veut rester au Canada et qu'il est vraiment sincère, puis les chiffres qu'il a donnés il y a 2 semaines sont véritables et que ceux-ci aussi, je veux dire, Gavino, il n'y a aucune raison pour qu'on n'en vienne pas à une entente immédiatement. Mais avoue que ça change la donne complètement là, si Vlad il signe avant le premier jour de la saison. Je veux dire, là, ça veut dire que ça, c'est réglé. Et on va se concentrer sur le baseball et non pas les questions à Vladimir après le match, là, que ce soit, quand est-ce que tu vas signer, et puis c'est quand ton prochain échéancier, les questions à Russ Atkins, les questions à John Schneider. Sérieusement, là, ça enlèverait tellement de poids sur les épaules à tout le monde si Vladimir signait en bas du contrat, mais en même temps, 550 pour 14-15 ans, c'est ça qui va valoir de toute façon à l'autonomie complète l'hiver prochain. Si tu le signes pas tout de suite, c'est ça qui va valoir de toute façon là, dans une couple de mois. Tu sais, il y a une chose que Vladimir va devoir comprendre, là, c'est que, tu sais, quand il a parlé, là, le traducteur avait dit qu'il va falloir qu'il compétitionne avec les 29 autres équipes. Mais je m'excuse, là, mais il n'y a pas 29 équipes qui sont capables de payer ces salaires-là. Les équipes là, qui ont véritablement été dans le coup pour Ohtani puis Soto, là, il y avait les Mets, les Yankees, les Dodgers, peut-être les Red Sox et les Blue Jays. Il y a 4-5 équipes maximum qui peuvent se payer ce type de contrat-là. Donc, Guerrero, c'est pas comme s'il va pouvoir magasiner à 12 ou 13 équipes ses services. Il y a juste quelques équipes qui sont capables de se payer des joueurs de cette trempe-là. Alors, si vraiment il est heureux à Toronto et on lui offre ce qu'il a demandé, signe dans le bas du contrat. Puis après ça, ça va être tout de suite de te retourner vers Beau Bichette puis dire, regarde, Guerrero est là, il reste. Tu sais, je veux dire... qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ça va influencer la décision de Beau Bichette aussi. Effectivement, Beau Bichette qui est toujours, lui aussi, sous contrat pour les Blue Jays, mais joueur autonome sans restriction l'hiver prochain. 2 dossiers très chauds pour le duo Atkins et Shapiro. L'alignement des frappeurs, Philo, c'est très intéressant parce que tu t'es entretenu avec John Schneider cette année, mais également l'année passée à propos de manufacturer justement des points avec les Blue Jays. On sait que les Blue Jays ne jouaient pas l'année dernière le small ball, les amortis sacrifices, faire avancer le coureur, se sacrifier pour des coureurs en position de marquer. On va écouter, on va revenir en arrière 1 an avant, lorsque tu avais posé cette question-là à John Schneider, et ensuite on va commenter et on va revenir avec te poser la même question à John Schneider cette année. Donc on revient avec la question de l'année passée. On écoute. John, obviously you guys, I'm sure, have had these conversations in the off-season about how can you spike the offense if, hits or home runs just don't come right away. What's the approach this year in terms of trying to get those numbers up? Is there a desire to play more situational baseball or anything like that? No, I don't think so. I mean, I think we want these guys to feel dangerous and to be dangerous in the box, especially guys at the top of our order. And then trying to play that off of the bottom of our order and maybe do some things. We have guys that can handle the bat, put the ball in play. But I think these guys have had really good careers, and we're not trying to do anything differently than what they've always done. And just banking on them to really bounce back a little bit and put up some good production numbers. Philo, un petit commentaire sur la réponse qu'il t'avait donnée l'année dernière, c'est-à-dire, on n'a pas vraiment de plan, les gars sont assez bons professionnellement, puis ils savent ce qu'ils ont à faire. On a vu ça cette année, on a vu ça en 2024, ça a été épouvantable. Ça a été épouvantable, oui. Je veux dire, moi, quand j'ai entendu cette réponse-là, j'ai été un peu estomaqué parce que si tu n'es pas capable de frapper des longues balles, il faut que tu trouves une façon de marquer des points. Et là, il nous disait, on veut que les gars soient lousses, on veut pas qu'ils pensent trop à la stratégie puis à tout ça. On veut qu'ils arrivent à la plaque puis ils frappent la balle comme ils sont capables à l'aise de le faire. J'ai été un peu surpris l'année passée de voir que cette quote-là n'avait pas fait le tour un peu des médias sociaux parce que je trouvais que c'était une citation extrêmement importante par rapport à c'est quoi le plan de match quand on arrive à la plaque, c'est quoi la stratégie par rapport au baseball de situation. Et là, cette année, je me suis dit, il faut que j'y pose la même question parce que il n'y a pas plus tard que quelques semaines, Cliff Floyd
analyste de baseball, l'ancien des Expos, bien sûr, vous le connaissez, à MLB Network, disait « J'aimerais voir les Blue Jays jouer plus de baseball de situation pour marquer des petits points ici et là. Ça les aiderait grandement. » Donc, j'ai profité de ce commentaire de Cliff Floyd-là pour relancer John Schneider sur le même sujet. On peut l'écouter. The strategy or the desire to manufacture more runs change a little bit in the last Absolutely, year? yeah. I think you look at it just in the first inning today with him with the triple and then a sac fly from Ernie, right? So what we've been talking about, we've used the analogy of golf, right? So when are you going to take out your driver? When are you going to take out your pitching wedge? When are you going to take out your 7-iron? You know, it's going to vary, you know, game to game, inning to inning, really. So I think adding a guy like Santander, who is a legit power threat behind Vlad, getting Bo back to his normal self, I think, is going to really help us as well. But yeah, there's times where you got to put the ball in play. There's times where you got to get a guy over, get a guy in. So it's kind of a little bit of both, right? We want guys to get their best swings off when the count does dictate that, but at the same time, you got to be creative a little bit and get the little things done as well. So it's what I love about David Popkins and Lou Iannetti coming over. We do situational hitting every day in BP, something we haven't done in years past. So I like where we're at. That's great. Thank you very much. Yeah, man. I appreciate your time. No problem. And enjoy your stay on the East Coast. Thank you. Take care. Des réponses quand même très intéressantes de John Schneider. Écoute, le John Schneider de 2025-2024, c'est passé quelque chose, là. Il y a eu une réflexion cet hiver, puis il s'est sûrement dit, écoute, j'ai pas assez de puissance ou de 4e ou 5e frappeur pour justement vider les buts. J'ai pas d'Aaron Judge, j'ai pas de Soto, j'ai pas d'Otani. Il va falloir que je manufacture et sacrifie des retraits pour des points. Là, ça me rejoint. Là, je suis excité, Philo, là. Ben, écoute, moi, encore une fois, je suis bien content de la réponse de John Schneider. Mais quand il dit à la toute fin, ça faisait des années qu'on pratiquait plus le baseball de situation. Moi, j'entends ça puis je me dis, ça se peut pas, c'est impossible. Une équipe du baseball majeur qui pratique pas le baseball de situation, qui n'utilise pas tout ça à son avantage, ça n'a aucun bon sens. Mais oui, je me réjouis du fait que John Schneider vienne nous parler du fait qu'ils ont 2 instructeurs qu'ils ont embauchés cet hiver qui se spécialisent là-dedans et on le pratique maintenant à tous les jours, chaque fois qu'on va sur le terrain pour la pratique au bâton. On veut savoir c'est quoi la stratégie de match, qu'est-ce qu'on fait, combien de coureurs sur les sentiers, il y a combien de retraits, on tire de l'arrière par combien, on est avance par combien, on est dans quelle manche. Tout ça compte. C'est comme ça que tu marques des points. Puis comme tu viens de le mentionner, c'est pas tous des Aaron Judge dans ton alignement, là. Fait que tu sais, si tu demandes un amorti à Varsho ou tu demandes un amorti à Ernie Clement ou Jimenez, c'est pas la fin du monde, là. Je veux dire, t'es insultes pas, t'essayes de gagner des matchs. Mais écoute, l'alignement des frappeurs, Philo, là, ça m'a quand même un peu étonné, mais on dirait que ça fonctionne, là. Premier frappeur, Bichette. 2e, Guerrero. 3e, notre ami Santander. Je me suis gratté la tête. Vladimir au 2e rang. Pour moi, j'ai toujours comme au 2e rang le fameux Jay Bell avec les Pirates de Pittsburgh qui va y aller avec un amorti sacrifice et qui va faire avancer, je sais pas, Andy Van Slyke et tout ça. Ça, on recule la cassette en 90. Mais sérieusement, pourquoi que Vladimir, un frappeur de puissance qui produit des points, frappe au 2e rang? Ça, là, je la comprends pas encore, mais il doit y avoir une stratégie derrière ça. Parce qu'il faut dire que l'année passée, combien de matchs consécutifs les Blue Jays n'ont pas marqué de points en première manche? Je t'en souviens, je pense, le mois d'avril au complet, 25-30 matchs de suite, incroyable. Pas de points en première manche, aucune menace. Faut dire que notre ami 25 millions, George Springer, était le lead-off man, le premier frappeur, il ne se passait absolument rien. Mais pourquoi que Vladimir frappe 2e dans l'alignement? Écoute, la situation est particulière parce que John Schneider, ce qu'il a expliqué la semaine dernière, c'est que lui, il juge, et je pense qu'il a raison, que Bichette, Guerrero et Santander, c'est ses 3 meilleurs frappeurs. Alors lui, il veut les avoir à la plaque dès la première manche, à chaque jour. Il veut les voir au bâton. Et à un moment donné, il a expliqué que dans une saison complète, tes gars qui frappent dans la première manche, tes 3 premiers frappeurs, 1, 2, 3, vont aller chercher 18 présences à la plaque de plus. Okay. Est-ce que c'est suffisant véritablement, Gavino, 18 présences à la plaque de plus pour dire je veux les mettre comme frappeur 1, 2, 3? Parce que là, ton gros point d'interrogation, c'est ton 4e frappeur. C'est bien beau, là, les 3 gars qui vont frapper en premier, mais c'est qui le clean-up man? Ben, là, pour l'instant, c'est qui? Écoute, je regarde je sais pas c'est qui, mais je pense qu'il aime bien Alejandro Kirk au 4e rang.
Écoute, oui, tu m'as bien entendu. Même s'il y a un camp incroyable, je pense qu'il frappe pour 355, produit des points, il frappe la balle d'aplomb. T'as raison, c'est qui ton quatrième frappeur? Est-ce que c'est Dalton Varsho? On peut en parler tout de suite, là. Dalton Varsho qui présentement a un petit inconfort également sur la liste des blessés, mais il est plus au jour le jour. Mais Dalton Varsho connaît un camp d'entraînement incroyable, Philo, là. Comme l'année passée, mais lequel Dalton Varsho qu'on va avoir justement cette année? Je sais que c'est un voltigeur émérite, un des meilleurs voltigeurs défensifs dans les majeurs. Présentement, il y a des problèmes avec son épaule, il n'est pas capable de lancer. Est-ce que c'est ton frappeur de choix en début de saison? Il frappe la longue balle, puis c'est un frappeur gaucher, là, Philo. Là. Est-ce que tu le mets au 4e rang pour commencer l'année? Ben, j'ai posé exactement cette question-là à John Schneider. Est-ce que le gars est en train de te donner le goût de le mettre comme 4e frappeur parce que ça va tellement bien? Puis il a dit, garde, faut y aller tranquillement avec Varsho. Comme tu viens de le mentionner, on n'est pas sûr qu'il va commencer l'année comme voltigeur de centre. Il lance présentement à 120 pieds, donc ça s'en vient. Même s'il commence l'année sur la liste des joueurs blessés, moi, de la manière qu'il frappe, là, je dirais, regarde, la première semaine, là, les 10 premiers jours, tu vas frapper 4e, tu vas être notre frappeur de choix, puis on va s'arranger avec le reste. Peut-être que tu donnes une journée de congé une fois de temps en temps s'il ne peut pas, tu veux le remplacer ou quoi que ce soit. Mais présentement, pour moi, tu n'as pas vraiment d'autres options intéressantes. Le gars a frappé 4 circuits sur 20 présences à la plaque ou à peu près 22. Je veux dire, il connaît un bon camp d'entraînement, puis tu veux pas ralentir ça. Tu veux que le gars parte l'année sur le même. Écoute, tout le monde là. connaît un bon camp d'entraînement. Même Ernie Clement frappe pour 452, Varsho 364, Miles Straw. T'en souviens-tu qu'on faisait des blagues à son sujet? 458, oui, le feu de paille, 458. Va peut-être commencer la saison comme joueur de voltigeur de centre. Il amène de la vitesse. Même chose avec Imanez, ces gars-là sont capables de voler des buts. Donc, un peu plus de diversité offensive du côté des Blue Jays. Le seul point d'interrogation présentement, c'est monsieur 25 millions George Springer. Il frappe pour 130 là, au camp d'entraînement, Philo. Là. Ça ne s'améliore pas. L'année passée, il a frappé 220. On lui a donné toutes les chances au monde pour se faire justice. Il frappe pour 130. OK, parfait. Il commence l'année comme dans le line-up, disons 8e, 7e, 9e frappeur, pas de problème. Mais à quel point M. Schneider et la direction vont être patients que ce gars-là, s'il continue à frapper 130, puisqu'il y a des joueurs qui sont affamés, qui frappent justement au camp d'entraînement, Addison Barger, Will Wagner, même chose pour Luperfido peut frapper, et Alan Roden frappe au-dessus de 400. Il y a des options là, pour remplacer notre ami George. Là. Ouais, t'as raison. Écoute, étant donné les transactions qu'on a fait à la date limite l'année passée, on se retrouve avec plusieurs joueurs qui cognent à la porte. C'est pas des joueurs qui ont vraiment un job assuré dans le baseball majeur, mais ils sont là, ils ont du potentiel. Tu sais, Rolden, tu viens de le mentionner, c'est lui dont Russ Atkins avait dit au tout début du camp d'entraînement, c'est le jeune qui m'impressionne le plus. Est-ce qu'il va faire l'équipe? Je ne sais pas, on verra, mais en tout cas, il est en train de leur donner toutes les raisons pour prendre cette décision-là. Mais dans le cas de Springer, on entend des bruits de coulisses là, comme quoi ça serait possiblement assigné pour désignation à la fin du camp d'entraînement, remercier. Mais tu sais, c'est 50 millions que tu fous dans les poubelles là, pour les 2 prochaines années. Moi, je pense qu'ils vont quand même lui donner une chance en début de saison, frapper 7e, 8e, 9e, voir s'il est capable de faire quoi que ce soit d'intéressant. Mais si au bout d'un mois et demi, ça marche toujours pas, et on n'a pas le choix, là, il va falloir prendre une décision. On l'aime bien, là, c'est un gars qui a bien représenté le club pendant plusieurs années, mais quand tu arrives au bout du rouleau, c'est ça. Moi, j'ai hâte de voir combien de mulligan qu'on va donner à George Springer. Je suis capable de vivre avec lui au mois d'avril, mais écoute, soyons pas patients jusqu'au mois de juin, lorsque l'année passée, t'en souviens-tu, Spencer Horwitz frappait tout ce qui bougeait au niveau 3A, puis on l'a rappelé beaucoup trop tard pour justement fabriquer des points. Non, tu lui donnes le mois d'avril, ça ne se replace pas. Merci, bonsoir. Et il y a des, comme j'ai dit, il y a des options un peu partout. Là. Les Roden, les Luperfido, les Will Wagner qui sont capables de prendre sa place. Même Addison Barger, que j'aime beaucoup, que je compare un petit peu à Larry Walker. J'adore son élan au bâton. Okay. Écoute, côté des lanceurs, le premier lanceur, celui qui va lancer le match d'ouverture, c'est José Berrios. Ça a été confirmé un peu plus tôt aujourd'hui. Ça va quand même assez bien. Il y a les lanceurs et tout ça. On va parler de Max Scherzer dans quelques instants. Bowden Francis, écoute, on va se calmer. C'est 10 manches lancées au camp d'entraînement. Je pense 17 coups sûrs. Bref,
Deux mauvaises sorties du côté de Bowden Francis. Espérons qu'il va se replacer. Mais Max Scherzer, rassure-nous, est-ce qu'il va être dans l'alignement pour les Blue Jays au début de l'année? Un petit inconfort au pouce. C'est dommage parce qu'il ressemble à Cy Young là, présentement. Là. Ben oui, ben écoute, avec le voyage sur la côte Est et aussi quelques journées de congé de plus qu'on lui a donné, tu sais, ça y donne presque 8 jours entre chaque départ. Je pense qu'il devrait être correct. Là, on parlait d'un petit inconfort au pouce. Il a quand même lancé avec ça. La dernière fois, il s'en est bien tiré. Donc, ça devrait aller. C'est sûr, il faut s'assurer qu'il soit à 100% pour débuter la saison. On ne veut pas que cette blessure-là s'empire, mais il a été sensationnel là, depuis le début du camp d'entraînement. 10 manches lancées, 14 retraits sur des prises. C'est extraordinaire. Tu sais, c'est des statistiques de... des belles années de Max Scherzer. Là, il est-tu capable d'étirer ça sur une saison complète? Ça, c'est une autre histoire. Moi, j'ai parlé à Yariel Rodriguez cette semaine qui disait, moi, je pense encore avoir une chance de faire la rotation. Je pense que c'est un petit peu des illusions. Là, je comprends que le gars doit démontrer une certaine confiance, mais ça va être compliqué. Francis aussi, pas un très bon camp d'entraînement jusqu'à maintenant. Honnêtement, une moyenne, je pense, en haut de 11. 10,80 présentement. 10,80, OK. Probablement qu'on va lui donner le bénéfice du doute parce qu'il a tellement bien fini la dernière saison. Mais au moment où on se parle, il me l'a dit, j'essaie de bâtir sur ce que j'avais commencé l'année passée. J'essaie pas des nouvelles affaires là, au camp d'entraînement. J'essaie juste de continuer à bâtir sur ce que je faisais bien l'année passée. On verra ce qui va arriver dans ce cas-là. Du côté de la relève, Hoffman sera le pompier, sera le lanceur désigné pour éteindre le feu et préserver les matchs. Yimi Garcia également, peut-être l'homme de la 8e ou la 9e. Chad Green peut lancer la 7e. Présentement, Eric Swanson est sur la liste des blessés. Brandon Little, une révélation l'année passée comme lanceur gaucher capable de retirer des frappeurs. Donc, j'imagine que ça va être un bon comité. Je pense que Little aussi... Little a aussi un petit inconfort au bras présentement. Je pense pas qu'il va commencer la saison. Mais Swanson, c'est juste ce qu'on appelle un pinch nerve. Alors, il n'y a pas de dommage dans la structure là, de son coude. Donc, normalement, dans quelques semaines, il devrait recommencer à lancer aussi. Donc, on va faire nos prédictions la semaine prochaine à savoir si les Blue Jays vont avoir une belle saison, ils vont faire les séries et tout ça. Peut-être le dernier point, Philo, avant de mettre fin à l'émission. Déjà 20 ans sans les Expos de Montréal. On entame déjà notre 20e année sans de baseball professionnel à Montréal. Ça passait vite, mais Colin que ça nous manque. C'est incroyable. Ça passait comme ça. Une chance qu'on a les Jays qui sont devenus un peu l'équipe du Canada. Je vois de plus en plus de partisans qui se tournent vers les Jays parce que c'est quand même une équipe qui dépense beaucoup d'argent, qui veut avoir du succès. Mais c'est sûr que ça nous fait très mal, surtout quand on voit la situation des Rays présentement, qui honnêtement, ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils vont se retrouver. Si on avait un groupe d'investisseurs sérieux à Montréal, si on n'avait pas un stade olympique qui est en pleine rénovation, peut-être qu'on pourrait faire un pitch sérieux. Mais tu sais, ici, là, de quoi tu penses que les gens m'ont parlé depuis que je suis là au camp d'entraînement? Les gens, puis les expos, ça va de ça. Écoute, j'ai croisé la femme de Curtis Pride. Oui, c'est vrai. J'étais dans une loge médiatique à Jupiter. Je voulais filmer mon petit vidéo d'avant-match. Puis là, il y a quelqu'un là. Puis j'ai dit, est-ce que je peux utiliser la loge? Elle a dit, oui, pas de problème. On s'en servira pas aujourd'hui. Puis là, elle me dit, mon mari jouait pour les Expos. Je dis, tabarouette, c'est qui ton mari? Curtis Pride. Écoute, fait que là, elle a commencé à nous raconter des histoires, puis tout ça. Puis c'était un beau moment. Mais je veux dire, tout le monde me pose la question, est-ce que les Expos vont revenir? Au moment où on se parle, il n'y a absolument rien qui nous laisse croire qu'il y a quoi que ce soit. Il n'y a rien, là. Il n'y a rien présentement dans l'avenir pour un retour potentiel des Expos. Mais ce que je peux te dire, Gavino, c'est que à Jupiter, j'ai vu beaucoup de chandails des Blue Jays et des casquettes des Expos, ou vice-versa, le chandail des Expos, la casquette des Blue Jays. Donc, c'est un peu comme les Nordiques et les Canadiens. C'est ça. Curtis Pride qui avait frappé un double important, je pense, contre les Phillies de Philadelphie dans une course au championnat. Je pense que c'était une fin de semaine. Plus de 40 ou 50 000 spectateurs avaient bondi de leur siège pour acclamer Curtis Pride. Un des super beaux moments dans l'histoire des Expos de Montréal. Absolument. Il avait dit après le match, je les ai pas entendus, mais j'ai senti le sol vibrer. Fait que, c'était un moment spécial. Incroyable. Philo, c'est déjà la fin du show du podcast des Blue Jays. On remet ça la semaine prochaine et là, ça va être tout un show avec
les alignements, les lanceurs, est-ce que les Jays vont faire les séries et nos prédictions pour l'année 2025. Au nom de Jérémy Filosa ici, Gavino Desfalco qui vous dit à bientôt et bon baseball. Salut Philo, bye bye. Salut.